pour cette introduction. Bonsoir à toutes et à tous, je suis absolument ravi de vous accueillir ce soir pour cette soirée qui porte sur une thématique un peu particulière, la désobéissance. Vous allez comprendre tout au long de cette soirée ce qu'elle recèle, cette thématique de la désobéissance. Alors je suis triplement ravi ce soir. La première raison pour laquelle je suis ravi de vous accueillir, c'est que cette soirée est organisée par le réseau Entreprendre Paris, réseau dont tout le monde sait que je suis particulièrement attaché à ce réseau qui m'a accompagné puisque je suis un lauréat du réseau Entreprendre, promotion 2009. C'est déjà une histoire un peu ancienne, mais c'était d'excellents souvenirs en tout cas dans l'accompagnement qui a été celui du réseau à nos côtés. La deuxième raison, c'est que cette péniche, elle résonne de façon un peu particulière pour moi puisqu'il y a un an, cette péniche a été le théâtre d'une de mes désobéissances puisque je me suis donné la possibilité, où j'ai répondu à un rêve qui était le mien il y a 25 ans, celui d'écrire un ouvrage. Et donc j'ai fait la soirée de lancement de ce premier ouvrage sur cette même péniche, il y a cela donc presque 18 mois. Et la troisième, c'est qu'on a un plateau d'orateurs et d'intervenants absolument exceptionnel ce soir, donc je tiens à les remercier infiniment, à la fois pour les échanges qu'on a pu avoir en amont de cette soirée, et puis surtout pour la qualité des débats qui vont naître des échanges de ce soir. Alors pourquoi réunir des entrepreneurs sur cette fameuse thématique de la désobéissance? Ça peut être une drôle d'idée, mais en fait, finalement cette idée elle n'est pas si étonnante que ça. Quand j'ai essayé de réfléchir à ce qu'était véritablement l'entrepreneuriat, et il y a deux notions auxquelles on fait toujours appel quand on parle d'entreprise, de création d'entreprise, c'est l'idée et la mise en œuvre. Et on dit d'ailleurs toujours que l'idée finalement est assez secondaire et que tout ce qui fait la différence, c'est la capacité à bien mettre en œuvre. Et puis j'ai essayé d'aller un petit peu au-delà de ça, en me demandant si finalement il n'y avait pas d'autres choses qui pouvaient s'intercaler entre cette notion d'idée et cette mise en œuvre. La première chose qui m'est venue, c'est que la conceptualisation de l'idée, on n'en parle pas suffisamment. C'est-à-dire qu'entre l'idée et lui donner une forme, et lui apporter un concept, il y a un énorme travail à accomplir. Lancer un Airbnb, ça n'est pas forcément la seule idée du Airbnb, c'est qu'il y a derrière un énorme travail de conceptualisation et de formalisation. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a cette notion de bascule. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu l'idée et qu'on l'a formalisée, il y a quand même un saut du plongeoir à opérer. On se retrouve au bord du plongeoir, on a les pieds dans le vide, et on se dit, il va bientôt falloir y aller. Et donc cette notion de bascule, on n'en parle pas non plus suffisamment, c'est vraiment la démarche audacieuse de l'entrepreneur. Et puis une fois qu'on s'était dit ça, idée, conception, donc concept, bascule et mise en œuvre, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose d'un peu supérieur dont devait faire preuve l'entrepreneur? C'est la désobéissance. En fait, c'est désobéissance qui entoure les 4 idées que je viens d'évoquer. Alors, c'est fort de parler de désobéissance. Quand on évoque la désobéissance, à quoi on pense? On pense tout de suite au chaos, au bazar, à la révolution, à la révolte. Il est interdit d'interdire en 68 le Brexit ou les zadistes. Grosso modo, c'est à peu près ça. Mais en fait, on apprend que... Et d'ailleurs, on nous apprend à obéir dès le plus jeune âge. Ça montre à quel point désobéir est finalement quelque chose de pas très bon. Et pourtant, quand on désobéit, vous l'avez tous vécu, qu'est-ce qu'on se sent vivant? Vous vous souvenez tous, en fait, de ces chemins de travers, ces écoles buissonnières qui ont été les vôtres quand vous étiez enfant. On est vivant quand on désobéit. Quand on désobéit aussi, on repousse les limites. On va au-delà du cadre, on pousse les frontières et on se prépare à être créatif. C'est en allant explorer au-delà du cadre qu'on crée justement les conditions de la créativité. Et puis enfin, je crois que c'est peut-être le plus important, quand on désobéit, on se connecte véritablement à ce que l'on est au plus profond de soi-même. Nous sommes hommes avant d'être sujets. C'est ainsi qu'Henri David Thoreau justifiait le devoir de désobéir dans un manifeste qu'il a publié en 1849. C'est donc à la singularité des hommes et au ressort de leur désobéissance que nous allons nous intéresser ce soir. Et pour commencer cette table ronde ou cette réunion de débat sur la désobéissance, j'ai le plaisir d'inviter Malek Boukherchi à me rejoindre. Alors Malek, quand vous le rencontrez pour la première fois, j'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques mois, vous lui dites que c'est un gars comme vous et moi. Et puis Malek se met à parler, et quand il parle, il devient un conteur berbère qui vous fait voyager par la seule magie des mots. Et Malek court aussi. Et quand il se met à courir, alors là, vous vous rendez compte qu'il n'est plus du tout comme vous et moi. Parce que Malek, c'est un coureur d'ultra-distance. Malek, c'est un gars qui va aller courir des 500 à 1000 km, des courses de 500 à 1000 km dans le désert, donc en territoire totalement hostile, en autonomie totale. Et Malek, pour le faire, il a un secret, c'est qu'il ne court pas, il écoute son corps courir. Et il paraît que ça fait toute la différence. J'ai donc le plaisir d'accueillir Malek pour qu'il nous parle de désobéissance à la raison et qu'il nous parle de cette obéissance au corps et aux sensations. Merci Malek. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Super. Ouais, parce que je parle avec les mains et prendre le micro, c'est toujours une gageure en ce qui me concerne. Sinon, d'habitude, il y a un micro Madonna, c'est comme ça que ça s'appelle, et c'est beaucoup plus facile. Donc merci Stéphane. Il a pratiquement
abordé plein de thématiques, Stéphane, dans l'introduction, mais il y a un mot que je retiens quand il s'est présenté et qui m'interpelle. Et pour aller un peu plus loin, il a évoqué le mot rêve. Aujourd'hui, en face de vous, vous avez un guetteur de rêve. C'est mon métier. J'incarne le guetteur de rêve. Et c'est quoi un guetteur de rêve? Car rien ne doit un rêve pour créer le futur. C'est ce que disait Victor Hugo. Et le guetteur de rêve, je vais vous proposer d'abord un voyage narratif qui va permettre d'expliquer quels sont les fondements du guetteur de rêve et comment je l'incarne, comment je le vis dans ma pratique, forcément sportive, mais autre. Alors je vous propose, le premier guetteur de rêve que j'ai rencontré à travers mes lectures, c'est une lecture hagiographique. Vous savez, la géographie, c'est des gens qui ont réellement existé et qui ont une approche de la vie complètement décalée. On va aller en Inde, XVIIe siècle. En France, au XVIIe siècle, c'est la fin de l'Empire, c'est la fin de règne de Louis XIV. On considère que Louis XIV, le roi soleil, le plus grand empire ici dans le monde occidental. Mais au même moment, à la période de Louis XIV, vous avez un empire beaucoup plus puissant en Orient. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, l'empire mongol du roi Akbar, Akbar Ier. Et Akbar Ier s'était entouré de 9 joyaux. Les 9 joyaux, c'est 9 personnes qui étaient censées l'aider à gouverner de manière la plus juste qui soit son immense empire. 9 joyaux, donc quelqu'un spécialisé dans la musique, dans la littérature, dans la danse, et il avait pris un paysan. Le paysan qui était qualifié de fou et doux rêveur. Mahesh Dash, dit Birbal. Et ce que fait Birbal, XVIIe siècle, 1648, eh bien j'essaie de l'incarner aujourd'hui tout le temps. Quand Mahesh Dash était autorisé, c'était la seule personne qui était capable de recruter les futurs gouverneurs de l'empire d'Akbar Ier. Et pour recruter, il posait 4 questions. En fonction des réponses des gens, il était capable de dire si cette personne sera apte ou non à diriger de manière la plus juste qui soit le territoire. Il posait 4 questions. Voici les 4 questions qu'il posait. On est au XVIIe siècle. 1. Qu'est-ce qui grandit quand on le partage? 2. Quelle est la chose la plus douce sur Terre? 3. Quel est le meilleur ami de l'homme et donc de la femme? Homme avec un grand H. 4. Quelle est l'arme la plus puissante pour l'humanité? 4 questions. Alors vous savez, chaque réponse est entachée d'une nuance de vulgarité, dit-on. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais en fonction des réponses données, il avait cette sensibilité pour pouvoir aller explorer le nocturne du non-dit. Et à votre avis, que répondait-il, lui? Qu'est-ce qu'il attendait comme réponse? Il nous donne des réponses. Hein. Tiens, si je vous pose la question, on va faire vite. Là, comme ça, brûle pour point. Si je vous dis, qu'est-ce qui grandit quand on le partage? Qu'est-ce que vous répondez comme ça? L'amour. Oh là là, mais ils ont été briefés. C'est extraordinaire. Bravo. Effectivement, l'amour de soi pour l'amour des autres, pour pouvoir raisonner RAI ou RE avec les autres. L'amour de la connaissance, hein, parce que le savoir se transmet, se partage et grandit. Bravo. Deuxième question. Quel est le meilleur ami de l'homme? Il y a du vrai dans ce que vous dites. Un peu plus loin, un peu plus précis. Quel est le meilleur ami de l'homme et de la femme, bien sûr? Un indice. On a créé aujourd'hui une invention technologique extraordinaire. Je reconnais que c'est une des inventions qui est vraiment très utile. Même si après il y a des inconvénients, le GPS. Pas mal. Mais en plus du GPS, aujourd'hui on devrait recréer ou bien retrouver le GBS. Le GBS. Ouais, GBS pour le gros bon sens. Le bon sens, le meilleur ami de l'homme. Troisième question. Quelle est la chose la plus douce sur Terre? Qu'est-ce que vous dites? Les hommes diront la femme. Ah, c'est beau. Réponse diplomatique. Quelque chose de très simple, nous dit-il. Comment? Sa maman. Oh, c'est une belle réponse. C'est une belle réponse, la maman. Il y a des choses à dire sur la maman. Il y a de très belles histoires sur les mères. Alors, je vous donne la réponse comme on est contraint par le temps et je vais vous faire le lien avec ce que je suis, ce qui m'inspire, ce qui m'inspire, ce qui transpire et respire. Il répond le sourire. Le sourire d'un enfant. Le sourire d'une femme. Le sourire d'un homme. C'est le plus beau lever de soleil sur Terre.
C'est comme pour vous, quand vous travaillez, travailler avec des gens qui ont un sourire sur leur visage, c'est tellement agréable. Imaginez, vous arrivez le week-end, vous rentrez le lundi au boulot, en face de vous, vous avez des gens qui tirent la tronche. C'est dur de démarrer. Alors c'est vrai, on ne choisit pas son visage, mais on peut choisir le sourire qu'on veut faire. Vous savez, c'est l'abbé Pierre qui disait, le sourire coûte beaucoup moins cher que l'électricité, mais produit beaucoup plus de lumière. Et enfin, dernière question, quelle est l'arme la plus puissante pour l'humanité? La désobéissance. Il y a du vrai, et on va y venir. Bravo, donc, elle a été briefée également. Tout le monde. À cette époque-là, il était tout de même sous la coupe entre guillemets du roi Akbar, mais ça a été un véritable malicieux et facétieux. Il répondait, Birbal, pour sentir les gens, l'arme la plus puissante, l'intelligence du cœur et l'intelligence de l'esprit. Car, nous dit-il, l'intelligence de l'esprit nous fait rechercher la vérité, la liberté et la connaissance. L'intelligence du cœur nous met en quête d'amour. Les deux réunis nous font rechercher la beauté et la bonté, la justice et la justesse. Donc, dans la vie, si vous faites preuve de bon sens, si vous avez le sourire, si vous avez l'intelligence du cœur et de l'esprit, et en même temps, vous êtes dans l'amour, passion, l'amour, vocation de ce que vous faites, tous les chemins sont possibles. Et le guetteur de rêve, c'est cette capacité à constamment conserver ces quatre attitudes en soi, et pour les autres. Autrement dit, c'est éduquer notre regard à s'attarder là où il n'y a rien d'extraordinaire à voir. C'est éduquer notre oreille à écouter les nuances merveilleusement subtiles du silence. C'est éduquer notre palais à savourer le goût de l'eau jusqu'au point ultime de la soif. C'est éduquer notre corps à pouvoir sentir et vibrer les caresses de l'air comme si c'était la première fois. Être guetteur de rêve, c'est être un explorateur assidu de la vie avec ses 5 sens. Et cette partie des 5 sens, je le fais dans une pratique particulière qu'a évoqué Stéphane. Vous savez, on dit que dans la vie, c'est les anthropologues ou les paléoanthropologues nous expliquent qu'il y a 4 invariants dans l'activité anthropologique humaine, qui fait que nous sommes tous là aujourd'hui. 4 invariants qui ont permis à l'humanité de progresser et d'être là aujourd'hui. Se nourrir de mots et de mets. Procréer, la lignée. Dormir, le bien le plus précieux. Et, dernière activité anthropologique permanente et indispensable pour l'espèce humaine, qui lui a permis de fuir les prédateurs et de pouvoir chasser. Bravo, il y en a quelqu'un qui suit, ça fait plaisir. Courir. Et donc, je vais vous expliquer ce qu'est la désobéissance, entre guillemets modeste, la désobéissance salvatrice, physiologique, créative. Tiens, juste une question dans la salle, qui court? Est-ce qu'il y en a qui court dans la salle? Ah oui, super. Il y en a, quand je dis courir, c'est pratique de la course à pied. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait un 10 km? Levez la main. Il y en a qui ont un peu au-dessus, un 42, un marathon? Ah oui, ah même monsieur Lassalle, marathon. Marathon, bravo. Ah oui, en plus il a beaucoup marché, mais en mode marche, pas en mode course. Attention, c'est pas le même impact, c'est pas le même traumatisme entre marcher, qui a du bon, et courir. Donc marathon, super, c'était marathon à Paris? Non, c'était un marathon il y a très longtemps, c'était encore à l'école. D'accord. Niscan. Niscan. Niscan, oui, le premier. D'accord. Et les autres? New York, Médoc. Médoc, c'est bien ça, Médoc. Stockholm, New York est le Médoc, le plus beau marathon de France. Il n'y a pas à dire. C'est le marathon le plus long du monde. Hein. On ne court pas droit. On court en zigzag. À force de prendre, c'est à peu près 22 châteaux visités à partir de Pauillac. Exact. Qui a déjà couru à 100 km? Oh, j'en ai un. Oh, super. Milou? Ah, militaire sportif, effectivement, l'armée, ça court, il y a des championnats. Très bien. Au-delà de 100 dans la salle? Non? Mais en tout cas, déjà, bravo pour ceux qui courent, que ce soit un 10, un 5, un 2, un 42, peu importe. Comme l'a expliqué Stéphane, en ce qui me concerne, je suis ultra-marathonien d'extrême. Nous sommes une tribu de 200 aujourd'hui identifiés dans le monde. On est à peu près 200 à être des ultramarathoniens d'extrême. Autrement dit, c'est la capacité à faire des chevauchées fantastiques et folles dans les zones les plus hostiles qui soient, les déserts. Je suis un spécialiste des déserts et nous traversons les déserts en courant sur des distances de 300, 500, 1000 jusqu'à 2000 km en totale autonomie ou en semi-autonomie avec une boussole, avec une carte des étoiles, avec un sac de 20 kg et on part et on trace.
Et être ultramarathonien de l'extrême, c'est aujourd'hui incarner la désobéissance salvatrice physiologique. Parce que la question qui se pose quand on est ultramarathonien de l'extrême, c'est comment c'est possible? On est constamment dans une logique, en tout cas je suis dans une logique, même pas dans une logique ago-antagoniste, dans une dialogique, si je veux employer les termes de Morin, entre obéissance permanente au corps, on est toujours à l'écoute du corps, c'est la règle de base. Et vous savez, le corps est la mécanique la plus belle qu'on a jamais créée. On peut créer toutes les technologies modernes aujourd'hui. Une fois qu'on comprend bien son corps, c'est extraordinaire. On peut aller très très loin. Donc il y a une obéissance permanente au corps et en même temps il y a une désobéissance permanente au corps et au mental pour pouvoir se sublimer, se transcender. Et la question qui se pose, comment c'est possible? Parce que vous savez, au départ, si on m'avait dit il y a une quinzaine d'années, c'est tout récent, il y a une quinzaine d'années, que l'achat d'une simple paire de baskets allait m'amener aussi loin au bout du monde connu que sont les déserts chauds ou les déserts froids, parce qu'il m'arrive d'aller courir dans les déserts polaires, en Antarctique en particulier, et d'aller aussi loin dans mes profondeurs intérieures, dans mes démons intérieurs, jamais je l'aurais cru. Parce qu'au démarrage, je suis un enfant extrêmement docile, très obéissant. La culture berbère fait qu'on écoute les parents avec un immense respect. Et à l'âge de mes 5 ans, fruit de la passion footballistique de papa, papa m'a inscrit au foot très tôt. Dès l'âge de 5 ans, je suis un adepte du ballon rond. Hein. Et j'ai joué longtemps, très longtemps. Pourquoi j'ai joué longtemps au ballon rond? Parce qu'au démarrage, j'ai eu la chance en Alsace de rencontrer un éducateur extraordinaire qui avait une sagesse et une malice de la pratique sportive fabuleuse. Il nous disait que l'essence même du sport, c'est la rencontre, l'intermédiation. Que la vérité du foot est dans la forme du ballon et dans la passe. La raison d'être du football, c'est la passe. Que la vérité du foot est dans la forme de ballon, le ballon de foot est rond parce qu'il englobe toutes les différences, y compris les différences techniques. Il ne les annule pas, il les transcende pour qu'elles rebondissent ensemble. Et j'ai joué longtemps, très longtemps, partout, sur tous les terrains d'Hexagone pour différents championnats, jusqu'à mes 28 ans. Le jour où à Lyon, un de mes coachs me dit « Malek, t'es vieux, il faut laisser la place aux jeunes. » Vous savez, c'est violent quand vous faites du sport, hein, quand vous inscrivez dans des compétitions. Aujourd'hui, je suis vétéran 2. Hein. Sur compète, je suis vétéran. Vous savez, dans le monde du travail, on parle, vous êtes senior à 40 ans, 45 ans, on dit senior, alors là, c'est terrible. Dans le domaine sportif, vous êtes vétéran à partir de 40 ans. Mais on me dit à 28 ans, je suis vieux. C'est un choc des mots, abîme émotionnel. Comment ça, 28 ans, je suis vieux? Je me sens en pleine possession de mes moyens physiques, en pleine intelligence tactique et technique sur un terrain de foot, et on me dit que je suis vieux. Alors vous savez, dans la vie, il faut savoir transformer le négatif de l'instant en positif situationnel. Et la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir concilier mes différents temps sociaux en activité professionnelle, activité associative et un minimum d'activité physique, parce que je ne concevais pas la vie sans un minimum d'activité physique, ça a été l'achat d'une paire de baskets pour courir. Et les rues de n'importe quelle ville t'appartiennent. Et de manière inconsciente, c'est ma première désobéissance. Parce que pratiquer une activité, quelle qu'elle soit, je ne la vois que dans la joie et dans le plaisir. Or, basculer du ludique collectif à la pratique isolée de l'asphalte, aucun plaisir au démarrage. Courir est ingrat, il faut le dire. C'est ingrat de courir. Et j'ai trouvé 15 000 excuses pour ne pas aller courir. Trop chaud, trop froid. Déjà, c'est pas possible, c'est énorme. Donc j'ai tout fait pour ne pas courir de manière insidieuse. Et progressivement, la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir m'astreindre à une certaine discipline, ça a été de m'inscrire à un 10 km. Pourquoi un 10 km? Parce que c'est la distance qu'on parcourt quand vous êtes milieu défensif sur le foot. Donc c'est un objectif atteignable et réaliste. Et donc de manière artisanale, intuitive, je me suis mis à courir sur un 10. Et de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, je progresse, je me laisse griser par la performance des possibles. En moins de 2 ans, je casse la barre mythique du 35 pour tendre vers les 33 minutes, grisant 18 km/h. C'est fascinant, mais frustrant. Je n'ai plus le temps de rencontrer les gens, ça va trop vite. Or, je me rappelle à Agno, en Alsace, je rencontre un coureur colombien, un cheveu gris, un ancien qui était d'une vélocité extraordinaire et qui me dit, à la fin d'un 10 km, Malek, il m'a percé. Je dis, Malek, tu sais, si tu veux rencontrer les gens, si tu veux te rencontrer toi-même, augmente ta distance. Je dis, ah bon, et c'est quoi augmenter la distance? Il dit, va sur marathon. Et là, le mot magique est lancé. Parce que quand vous dites marathon, pour n'importe quel néophyte, pour n'importe quel coureur, ça représente l'alpha et l'oméga du dépassement de soi, l'alpha et l'oméga de la désobéissance organique, parce que faire subir au corps une course de 42 km sur asphalte, c'est hyper traumatisant. Mais là où il y a une volonté, il y a un chemin, dit-on. Et j'y vais avec le plus beau mot de la langue française, le mot perlocutoire qui permet de dire et d'agir en même temps, le mot enthousiasme, qui vient du grec NTO, le souffle intérieur. J'y vais, j'y crois. Et il n'y a pas de demi, pas de semi, pas de 15, pas de 20. Directement de 10, je bascule sur 42 km. Et là aussi, je me laisse progressivement de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, porté par
la performance des possibles. Et en moins de 5 ans, je casse la barre mythique des 3 heures pour tendre vers les 2h44, 2h40. Et ça va vite, de plus en plus vite. Et j'ai plus le temps de discuter avec les gens. Frustration. C'est là où on voit comment on rentre dans des logiques organiques de normes, toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus fort, alors que l'enjeu, c'est prendre le temps, s'arrêter. Et je me rappelle à Amsterdam, rencontre avec un coureur néo-zélandais. Vous savez, il n'y a pas de hasard avec des rendez-vous, nous dit Paul Éluard. Et ce gars-là me dit, Malek, est-ce que tu veux rencontrer le plus beau pays qui soit, au relief insoupçonné, au climat changeant de manière permanente, tes profondeurs intérieures? Car qui vit plus sereinement de l'intérieur, vit plus facilement de l'extérieur. Augmente ta distance, me dit-il. Alors là, je lui dis, c'est possible d'augmenter la distance? Alors nous allons devoir augmenter la distance et réduire le temps, malheureusement, Malek. Donc on va se laisser une petite minute pour conclure et pour avoir quelques questions possibles. Alors, il y aurait tellement de choses à dire. Augmente la distance. Et c'est là où je découvre l'ultramarathon. Il me parle de l'ultramarathon des extrêmes. Jamais entendu parler de l'ultramarathon des extrêmes. Et donc je pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comme je suis un naturel curieux, et vous savez, la curiosité, c'est la soif de l'intelligence, c'est le plus beau moteur qui permet de lutter contre les deux plus gros fléaux de notre humanité, que sont l'ignorance de soi et des autres, et la peur de soi, de son corps et des autres. Je décide d'explorer le nocturne du non-dit et de devenir ultramarathonien de l'extrême. Alors pour conclure, je vais aller très vite alors à la conclusion, qu'est-ce qui anime fondamentalement l'ultramarathonien de l'extrême dans cette désobéissance salvatrice organique physiologique? C'est le courage de la décision lucide et la joie d'action. Le courage est source de volonté. Elle ouvre l'énergie comme appétit de vivre, elle déclenche la persévérance et nous pousse à nous donner le meilleur de nous-mêmes. La joie, c'est le fruit de l'action et de l'enthousiasme. C'est le désir d'espérance qui se conjugue toujours au présent. D'aimer, d'être aimé, c'est la force du débordement de vie et du dépassement de soi. Et quand vous êtes animé par le courage et la joie, quels que soient les défis, la course, l'ultra, les déserts, la vie, l'obéissance ou la désobéissance ne sont pas des inquiétudes, mais de véritables attentes. Les rêves ne sont pas de douces compensations, mais de véritables projets engagés de manière inexorable. Donc à l'image de la vie et d'épaisseur de la durée, être ultramarathonien de l'extrême, c'est emprunter le chemin constant de la volonté dense et de la décision intense. Car pour accomplir de grandes choses, il faut non seulement obéir, mais désobéir. Non seulement désobéir, mais se préparer. Non seulement se préparer, mais rêver. Non seulement rêver, mais croire en soi, la clé du savoir jusqu'où aller très loin. Je crois que désobéir, c'est nous avoir fait un cadeau absolument extraordinaire. On a voyagé avec Malek. Il y a deux mots en fait qui m'ont interpellé, que tu viens d'employer à la fin, c'est le courage et la joie. Et je vais revenir sur la notion de courage et puis après je vais vous donner la parole. En fait, dans le parcours d'interview d'entrepreneurs que j'ai fait pour l'écriture de mon ouvrage, j'ai posé la question suivante aux 51 entrepreneurs, dont 25 du réseau Entreprendre, je tiens à le souligner. Et j'aurais posé la question de savoir quels étaient les mots qui représentaient pour eux le plus l'entrepreneuriat. Et dans ces 5 mots, il y a liberté, on va y revenir. Donc liberté, courage, créativité, engagement et responsabilité. Malek vient de parler du courage. Moi, j'ai réalisé qu'en fait, ce qui apportait la joie à l'entrepreneur, c'était la responsabilité. C'est-à-dire la responsabilité d'être maître de leur destin, de prendre des décisions et surtout d'en assumer pleinement les conséquences. Et c'est ça, le vrai plaisir d'un entrepreneur, c'est d'assumer pleinement les conséquences des décisions qu'ils prennent. Alors, je vais ne pas poser des questions, je vais laisser justement la place à l'auditoire. Et comme on est un peu contraint par le temps, vous aurez toutes les possibilités de rencontrer, discuter avec Malek sur le toit de la péniche pour le cocktail qui sera servi ensuite. Est-ce que l'un d'entre vous, l'une d'entre vous souhaiterait poser une question à Malek avant qu'on passe au deuxième orateur? Qui se lance? Une question? Ou est-ce que on attend le cocktail tout à l'heure? Ok, on attend donc le cocktail. Merci beaucoup Malek. Merci de pour cette super présentation.